Bonjour à tous, bienvenue dans les interviews Histoire de Timeline. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Benjamin Badier pour son dernier ouvrage, Mohamed V, paru chez Perrin très récemment, en août 2025. Bonjour Benjamin. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravi, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes agrégé d'histoire, docteur de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'Afrique du Nord à la période coloniale et donc en particulier du Maroc. En lisant votre ouvrage, vous me dites si je me trompe, mais j'ai eu le sentiment qu'avec cette biographie donc de Mohamed V, dernier sultan, premier roi du Maroc, etc., vous cherchiez à dépasser un peu la légende dorée du fameux père de l'indépendance pour replacer son parcours dans la complexité un peu historique du protectorat français et de la décolonisation. Est-ce que je me trompe ? Exactement. L'objectif premier, c'était donc de déconstruire cette légende dorée, non pas pour construire une légende noire du personnage, mais d'aller contre ce que j'ai appelé au fur et à mesure de mes recherches le roman royal marocain, donc de même qu'il y a un roman national français composé à la fois par des historiens, mais globalement en dehors du cercle des historiens, il y a un roman royal marocain. Et moi, j'ai essayé de le déconstruire ou tout du moins d'amener un peu de complexité dans la figure du personnage de Mohamed V, donc ne pas en faire une légende noire, mais prendre le recul en fait. Prendre du recul sur le personnage qui n'avait pas vraiment été étudié d'un point de vue académique jusqu'à présent. Il y a eu beaucoup d'écrits sur le personnage, y compris des livres d'histoire, mais qui la plupart du temps se contentaient de reprendre un petit nombre de sources et donc ne permettaient pas de prendre du recul sur le personnage, sur le contexte et sur la décolonisation du Maroc en général. Et puis très souvent d'ailleurs les livres, les ouvrages se recopient les uns les autres, il n'y a pas beaucoup de recherche. Et d'ailleurs justement, qu'est-ce qui fait que le vôtre est différent ? Alors, il est différent dans le sens où, contrairement à beaucoup d'auteurs, je n'ai pas de lien avec le Maroc. On a beaucoup d'auteurs qui sont soit marocains, soit français eux-mêmes, mais qui ont des liens avec le Maroc et souvent des liens avec la monarchie. On a beaucoup de livres qui ont été écrits sur Mohamed V qui étaient des commandes ou qui s'inscrivaient dans un cadre clientéliste avec la monarchie. Et il est différent donc par la perspective que j'ai voulu amener, puisque je l'ai réalisé durant ma thèse, ce livre. C'est un livre qui est issu de ma thèse. Donc j'ai eu du temps pour le réaliser, du temps pour me plonger dans les sources et notamment dans les archives. Elles sont énormes en plus, archives marocaines et françaises. Les archives sont très très importantes. Alors elles sont beaucoup plus nombreuses côté français que côté marocain, pour des raisons qui tiennent à deux choses. D'abord au protectorat lui-même et à la production de documents en contexte colonial, mais qui tiennent aussi au contexte marocain actuel, puisque l'on parle du régime qui est toujours en place, on parle du grand-père du roi actuel, ce qui fait qu'un certain nombre d'archives qui doivent exister ou de documentation qui doit exister quelque part ne sont en fait pas accessibles. Donc la principale différence, je dirais, c'est l'apport de sources qui attendaient d'être lues dans les archives françaises et qui ne l'avaient pas été, mais qui permettent d'approfondir dans ces grandes lignes le règne de Mohamed V. La biographie, vous l'avez restituée dans plusieurs dimensions, à la fois humaine, politique, coloniale aussi. On peut peut-être revenir sur le passé colonial, entre guillemets. Enfin, d'ailleurs, pas de guillemets, mais parce que je ne sais pas si tout le monde est... C'est pas mon cas, d'ailleurs, je ne suis pas très au fait. C'est vrai qu'on parle toujours de l'Algérie, très peu de la Tunisie et très peu du Maroc, en fait. Oui, dans l'ordre, on parle plus de l'Algérie, ensuite on parle plus du Maroc, et le pays dont on parle vraiment très très peu, c'est la Tunisie. Dans le cadre du Maroc, on parle d'une colonisation assez tardive. Ça fait partie des derniers territoires à être colonisés en Afrique, colonisés à la fois par la France et par l'Espagne dans le nord du Maroc, à l'issue d'un jeu de tensions impérialistes qui a impliqué l'Allemagne à un moment, mais dont la France sort vainqueur en 1912 avec la signature avec le sultan Moulay Hafid d'un traité, le traité de Fès, qui met en place un protectorat. Donc là, on a une distinction très importante à faire entre le territoire algérien, qui était une colonie, c'est-à-dire un territoire pleinement français, départementalisé, et d'autant plus une colonie de peuplement, donc avec un projet démographique derrière, à l'inverse du Maroc, et avec une expérimentation qui avait déjà été réalisée en Tunisie 30 ans plus tôt, qui est un protectorat, donc qui n'est pas un territoire français à proprement dit. Par abus de langage, on parle de colonie, mais en fait, il faudrait plutôt dire territoire colonial. On est sur un territoire donc
protégé par la France, qui n'est pas indépendant, mais qui ne perd pas totalement sa souveraineté, et qui conserve surtout ses élites, ses institutions, et en particulier la monarchie. Le protectorat français, c'est une des expériences coloniales les plus courtes du Second Empire colonial français, puisqu'on n'est pas du tout sur les 132 ans de la colonisation algérienne. On est sur 44 ans avec un protectorat qui prend fin en mars 1956. Une génération, quoi. Une génération, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants. Lorsque vous êtes un Algérien qui devient indépendant en 1962, il faut remonter à 4, 5, voire parfois plus de générations pour avoir un ancêtre qui a pu être dans un pays qui n'était pas dominé par la France. Dans le cas du Maroc, on peut très bien avoir 20 ans au moment de la mise en place du protectorat, on en a 64 au moment de l'indépendance, donc on a vraiment eu une accélération historique à ce moment-là. Effectivement. Comment est-ce que vous avez concilié le mythe, le fameux mythe mémoriel du père de l'indépendance avec justement la réalité dont vous parliez tout à l'heure ? Alors la conciliation est arrivée dans la mesure où je n'ai pas cherché à fuir le mythe. Je parlais de déconstruction tout à l'heure. Il s'agissait de comprendre comment le mythe avait été construit, comment il avait été élaboré. Donc non pas seulement le déconstruire puis ensuite l'écarter, mais voir ce qu'il en faisait et en faire un véritable objet historique à étudier, un objet à part entière. Ce que j'ai cherché à étudier dans ce livre, c'est comment Mohamed V est devenu père de l'indépendance. Il n'a pas été indépendant depuis le début de son règne. Pardon, il n'a pas été le père de l'indépendance depuis le début de son règne. Il l'est devenu progressivement par une construction de son image et par un discours particulier dont le roman royal et dont la figure du père de l'indépendance est la conséquence. Il a été, on peut dire, installé par la France. Comment ça s'est passé ? C'est quoi cette histoire ? Parce que pour nous, ça nous paraît... J'allais dire presque un dessin animé, c'est-à-dire que c'est une histoire amusante, sympa, qui nous paraît lointaine, et finalement pas... je parle pour nous, Français, occidentaux, etc. Oui. Évidemment, on n'est pas trop touché par ça, mais ça nous paraît amusant, sympa. Oui, alors... Le Maroc, c'est sympa. Oui, c'est effectivement l'image qu'on a souvent du Maroc, pays de tourisme, etc. Beau pays, avec des traditions, une histoire assez ancienne. J'ai envie de dire qu'il faut prendre au sérieux leur culture politique. Comment il est arrivé sur le trône ? Il est arrivé par la jonction entre des logiques coloniales et des logiques politiques internes au Maroc. Je disais tout à l'heure que le protectorat laissait les élites, et notamment la monarchie, et le système politique qui précédait, même s'il est affaibli par la colonisation, il reste en place avec ses logiques, notamment ses réseaux de pouvoir. Dans le cas de Mohamed V, on l'appelle Mohamed V principalement après l'indépendance, même si les nationalistes l'appellent avant. Son nom de règne premier, c'est son nom civil, si on peut dire, Mohamed Ben Youssef. Donc Mohamed, fils de Youssef, parce que son père était le sultan Moulay Youssef. Donc Mohamed Ben Youssef, on a l'habitude de dire qu'il fait partie de la catégorie de ceux qui n'étaient pas prévus pour le trône, qui finissent par avoir le trône et à surprendre un peu tout le monde, un peu comme un personnage que l'on aurait placé là, dans l'espoir de le contrôler, et qui en fait se révèle au bout d'un certain temps comme beaucoup plus rétif et en fait comme quelqu'un avec une position politique forte. C'est souvent le cas d'ailleurs, il faut faire attention. C'est souvent le cas. Moi, je pense spontanément à Napoléon III. Voilà, par exemple. Mais voilà, on arrête la comparaison ici. Voilà. Alors, comment il est arrivé sur le trône ? Il arrive sur le trône en 1927, à la mort de son père, Moulay Youssef. Mais il n'est pas du tout l'héritier présumé, parce que le système politique marocain, qui est un système hérité aussi de traditions sunnites beaucoup plus anciennes, ne connaît pas la primogéniture à cette époque. C'est une monarchie qui est élective, non pas où il y aurait un scrutin véritablement ouvert, mais au sens où il y a une sorte d'incertitude sur le successeur du sultan une fois que celui-ci est mort. Donc le sultan peut avoir une préférence dont on peut tenir compte ou pas, mais le sultan est en théorie élu par une catégorie des élites, de notables, parmi lesquels on trouve les oulémas, c'est-à-dire les savants musulmans, on trouve d'autres membres de la dynastie alaouite, on trouve des pachas, donc des gouverneurs de ville, etc. Donc c'est une catégorie floue qui choisissent, qui portent leur choix sur un personnage qui le plus souvent fait partie de la dynastie. Au Maroc, c'est toujours le cas, et encore plus souvent est en fait un des fils, parfois un des frères, mais le plus souvent un des fils, du sultan défunt. Mohamed Ben Youssef, en 1927, c'est le 3e fils sur 4 de Moulay Youssef, et ce n'était pas le favori. Il est choisi pour le trône en 1927, le 18 novembre 1927, au lendemain de la mort de son père, à la suite d'une intrigue de cour
qui implique depuis plusieurs mois, depuis que son père est mourant, à la fois des membres du gouvernement marocain, ce qu'on appelle le Marzen, et des membres de la résidence générale, qui est l'institution qui représente la France, avec un résident général. À l'époque, c'est le résident Steg, qui représente la France. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que contrairement à ce qu'on a dit, ce ne sont pas les Français qui l'imposent sur le trône. Certains Français sont partie prenante de cette intrigue, mais en accord et en alliance avec d'autres Marocains. Et ce qui est très intéressant à constater, c'est qu'il y a en fait une intrigue qui oppose, sans qu'eux-mêmes soient véritablement acteurs, Mohamed Ben Youssef et son frère aîné, qui s'appelle Idriss, qui a d'autres partisans au sein du Marzen et du palais, mais aussi au sein de l'administration française. Le rapport de force fait que, finalement, parce qu'il a le soutien du grand vizir Mohamed El-Moukri, qu'il a le soutien des principaux fonctionnaires de la résidence et notamment du résident général, le rapport de force fait que c'est finalement Mohamed Ben Youssef qui est élu le 18 novembre 1927 pour prendre la place de son père sur le trône. Qui dit Mohamed V dit forcément un 4, un 3, un 2, un 1, évidemment, ou pas du tout? Si, bien sûr, on est sur une continuité. Alors, il faut remonter au 19e siècle pour avoir Mohamed IV. La spécificité, c'est que contrairement au cas des Capétiens en France, ce n'est pas une habitude marocaine de numéroter les monarques. On le fait a posteriori. Et en fait, Mohamed V est le premier monarque à avoir été numéroté. C'est une numérotation qui apparaît après la Deuxième Guerre mondiale dans les milieux nationalistes et également autour du sultan lui-même et qui représente une certaine ambition de la monarchie à se transformer, peut-être sur le modèle français, donc à s'affirmer. Donc il y a une continuité. Autre différence avec le cas de la France, c'est que cette continuité est uniquement dynastique. Dans le cas français, on a Louis XIV qui est un Bourbon, et pour avoir Louis Ier, il faut remonter à Clovis, donc à travers plusieurs dynasties. Dans le cas du Maroc, la numérotation n'existe que dans le cadre de la dynastie alaouite, qui règne depuis le XVIIe siècle sur le Maroc. Évidemment. Je reprends juste 2 secondes sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Évidemment, ce n'était pas du tout péjoratif par rapport au Maroc, qui est un pays absolument sublime, j'imagine, parce que je n'ai pas eu la chance d'y aller. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné quand vous avez exploré justement toutes ces archives? Est-ce que vous avez été surpris? Tiens, ça je ne savais pas, je ne pensais pas. Qu'est-ce qui a été le plus étonnant? Alors, il y a plusieurs choses. Si on parle de la personnalité de Mohamed V, qui n'est pas forcément ce que j'ai creusé le plus, parce que la biographie était un peu un prétexte pour faire l'histoire de la monarchie et l'histoire de la décolonisation, même si j'ai fait la biographie de Mohamed V. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que le personnage n'est pas un personnage très exubérant politiquement, ce n'est pas un personnage avec un très fort charisme, notamment. C'est quelqu'un qui hésite beaucoup, qui a beaucoup de retournements, d'hésitations, il tâtonne beaucoup, donc c'est pas quelqu'un de très affirmé, et là on a une différence très importante entre la figure du père de l'indépendance qui a été construite et la réalité du personnage lui-même. On n'est pas sur Bourguiba par exemple en Tunisie, qui est quelqu'un avec une personnalité très affirmée, très forte, extrêmement charismatique. Mohamed V, on a quelques audios de lui quand il prononce certains discours par exemple, on est sur une voix qui est un peu nasillarde, pas forcément très assurée, donc sur quelqu'un qui a dû s'affirmer en tant que personnalité politique et en même temps se construire comme père de l'indépendance. Donc d'un point de vue de la personnalité et du personnage lui-même, c'est peut-être ce qui m'a étonné le plus. Pour ce qui est de la vie politique générale ou de la colonisation elle-même, je dirais qu'il y a 2 choses qui m'ont étonné le plus. La première, c'est, je l'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer un peu, c'est la persistance de logique politique marocaine ancienne dans la colonisation. C'est quelque chose que l'on voit beaucoup à partir des sources marocaines, qu'elles soient en arabe ou en français, qui sont par exemple des poésies du trône, donc des poèmes composés pour le sultan, qui sont des serments d'allégeance. Donc j'ai dit que la monarchie était élective, elle a besoin de serments d'allégeance pour exister également. Autant d'éléments qui existaient avant la colonisation et qui continuent d'exister sous le protectorat sans être touchés. C'est-à-dire qu'elles restent telles quelles, les Français ne sont jamais mentionnés dedans, donc on a une persistance des logiques politiques pré-protectorales durant le protectorat, ce qui, je pense, doit être analysé comme
une forme de résistance également du système politique, une sorte de conservatisme. On se replie sur un certain nombre de pratiques politiques, on fait comme si les Français n'étaient pas là, et on donne l'impression, symboliquement, que le pouvoir sultanien reste préservé comme auparavant. Ouais, c'est assez étonnant, ça. C'est hybride, en fait, comme système. C'est un système qui est totalement hybride. On est dans une administration qui est supposément indirecte par rapport à une administration directe comme en Algérie. L'administration indirecte, elle suppose que les élites colonisées continuent à avoir un rôle important. Alors dans les faits, c'est pas toujours le cas. Il y a de très nombreux domaines comme la diplomatie, comme le militaire, où ces élites, tout ce qui est régalien en fait, quasiment, les élites n'ont plus de rôle, mais il y a également de nombreux domaines comme la justice, comme la religion, surtout domaine très important, où les élites continuent d'avoir un rôle très important. Et par élite, j'entends le gouvernement marzen, le palais, mais également toutes les élites locales, comme les pachas et comme les caïds, notamment dans les tribus, qui sont encadrées par les Français, mais qui disposent encore d'une marge de manœuvre relativement importante. Et jamais personne s'était posé la question, vu que ça fonctionnait, de faire la même chose du coup avec l'Algérie? Vous voulez dire de faire de l'administration indirecte? Bah ouais. Alors, c'est dans l'autre sens. C'est une autre histoire, c'est dans l'autre sens qu'il faut prendre les choses. Au moment où le Maroc est placé sous protectorat français et espagnol, ça fait déjà 82 ans que l'Algérie est déjà colonisée et qu'on a mis en place un système d'administration directe où une bonne partie des structures, le Dey ottoman a été exilé, il a dû abdiquer, il a exilé, où une bonne partie des structures tribales ont été démantelées, pas toutes, mais une grande partie. Et quand je dis qu'il fallait inverser, si on parle du personnage dont on n'a pas encore parlé, Lyautey, le général puis maréchal Lyautey, qui est le premier résident général au Maroc de 1912 à 1925, un de ses objectifs annoncés, pas toujours réalisé parce qu'il y a une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, mais un de ses objectifs annoncés, c'était de faire du Maroc une anti-Algérie, c'est-à-dire un système où on ne détruit pas comme on a pu le faire en Algérie, où on conserve la monarchie mais les institutions, avec cette idée que, au moins dans les apparences, on aura un Maroc préservé, un peu essentialisé, un peu fossilisé également, mais qui donnera l'impression que la France, protectrice du Maroc, a véritablement protégé et redonné de la puissance et une sorte de gloire au Maroc. Il a eu 2 ans d'exil, je crois, dans mon souvenir. Et c'est ça, 2 ans d'exil. Est-ce que cet exil... alors pourquoi? On va peut-être revenir pourquoi. Et est-ce que cet exil l'a changé, l'a transformé? Alors Mohamed V, ou Mohamed Ben Youssef, a été exilé d'août 1953. Il est déposé le 20 août et envoyé en exil en Corse. Et après janvier 1954, il est envoyé en exil de Corse vers Madagascar, où il reste jusqu'à toute fin octobre 1955. Donc c'est un peu plus de 2 ans. Les raisons de son exil, c'est une opposition au système colonial français. On est sur un sultan qui a été un rouage essentiel du protectorat pendant la première moitié de son règne, qu'on oublie très souvent quand on fait son hagiographie, donc de 1927 au débarquement allié américain en Afrique du Nord en novembre 1942. À partir de cette date, il envisage une autonomisation par rapport à la France et il finit par penser l'indépendance, au point de devenir une épine dans le pied de l'administration coloniale en s'opposant à un certain nombre de réformes qui avaient pour objectif principal non pas d'accompagner le Maroc vers l'indépendance, mais en fait de pérenniser le protectorat aussi longtemps que possible pour les Français. Donc il s'oppose aux Français et il a été déposé donc, le 20 août 1953 à l'issue d'un bras de fer très complexe que j'ai essayé de reconstituer dans mon livre en montrant ce qui n'avait pas forcément été prouvé jusqu'à présent, qui est que dans ce bras de fer et dans cette déposition, il faut prendre en compte les acteurs marocains. Une partie du système politique marocain, voyant qu'il sortait du système traditionnel et qu'il portait avec l'idée d'indépendance des ambitions monarchiques renouvelées, s'est opposé au sultan. La principale figure, celle que l'on cite tout le temps, c'est celle du pacha de Marrakech, Tami el-Glaoui, dit le Glaoui, qui mène à partir de 52-53, mais en fait l'opposition est plus ancienne, un mouvement anti-sultan parmi les élites marocaines, notamment les élites rurales, les caïds, mais aussi un certain nombre de pachas dans les villes, et qui finit en fait par exiger la déposition du sultan. Et j'ai dit tout à l'heure que la monarchie a été élective. Qui dit monarchie élective dit monarque élu.
Et un monarque élu peut être renversé beaucoup plus facilement, beaucoup plus déposé à partir du moment où ceux qui devaient lui prêter allégeance ne lui prêtent plus allégeance. Donc on a une sorte de cabale ou de complot contre le sultan qui se fait à visage découvert avec le soutien de la résidence générale des autorités françaises de Rabat contre celles de Paris et qui finit par forcer la main des autorités parisiennes en obtenant en août 1953 la déposition du sultan. Est-ce que j'essaye toujours aussi de prendre du recul avec toute cette grande histoire. Est-ce que les Américains n'ont pas joué un rôle aussi dans un peu un chien dans un jeu de quilles? Ils l'ont fait en Algérie, ils l'ont fait peut-être au Maroc, c'est vous qui allez répondre, mais on a l'impression quand même que diviser pour mieux régner, c'est un peu leur truc quand même. Alors, les Américains interviennent au Maroc, ils apparaissent sur la scène marocaine avec le débarquement que j'ai évoqué tout à l'heure en novembre 1942, puis la conférence de Casablanca en janvier 1943, en marge de laquelle le sultan rencontre Roosevelt. Il y a un mythe au Maroc qui veut que Roosevelt ait promis l'indépendance au sultan, ce qui est en fait beaucoup plus compliqué. Il est possible qu'il l'ait fait à mots couverts dans le contexte d'un repas privé, mais son administration n'était aucunement pour l'indépendance du Maroc, aucunement pour, et même si le sultan semble l'avoir désiré à un moment, mettre en place un protectorat américain au Maroc. Alors quel est leur rôle dans la décolonisation du Maroc ? J'ai l'impression que c'est un rôle très prudent et que finalement, ce qu'ont fait surtout les Américains, c'était soutenir un peu les nationalistes, les indépendantistes, mais surtout ne pas trop intervenir dans les affaires des Français. Ça, c'est assez clair en 1943. Ils ne cherchent pas à intervenir dans les affaires des Français parce qu'on est dans le cadre de la France libre et qu'ils considèrent qu'il ne faut pas affaiblir davantage la France libre face à Vichy. Mais ce qu'on remarque par la suite, par exemple en 1951, lorsque Mohamed V a failli être déposé une première fois par le maréchal Juin, il n'était pas maréchal à l'époque, le résident général, le général Juin, les Américains ont été assez prudents, ont fait comprendre au gouvernement français qu'ils n'auraient pas été heureux d'une déposition du sultan, mais ne sont pas intervenus directement. Et en 1953, ils n'interviennent pas. Ils ne sont pas présents. Ils ne s'opposent pas à la déposition du sultan. Et il reste très prudent tout au long de son règne. Mohamed V, il règne jusqu'en 61, donc 5 ans après l'indépendance. Et même s'il y a un rapprochement entre le Maroc et les États-Unis à ce moment-là, les Américains, du moins c'est mon interprétation, veillent à chaque fois à ne pas gêner ce qu'ils considèrent être le précaré français, y compris après l'indépendance. Donc ils veillent à ne pas trop intervenir au Maroc. D'accord. Comment Mohamed Ben Youssef, qui a été donc élu, vous disiez vous-même plutôt comme étant un sultan docile, celui dont on va pouvoir se servir, entre guillemets, soit devenu ce personnage aussi important? Est-ce qu'il y a eu des étincelles? Est-ce qu'il a été bien entouré? Est-ce qu'il était plus intelligent? Il me fait, souvent, en lisant le livre, je me disais, mais il me fait penser à Charles V chez nous. Ah oui, il y a un peu de Charles V, le côté un peu mis à l'écart par son père, ça, et puis qui n'est pas un sultan qui prend les armes, mais voilà, qui exact, un peu chétif, un peu chétif, sans doute très intellectuel également, mais très intelligent. Mais très intelligent. Oui, il y a un peu de ça, le moment de la reconquête. Alors c'est effectivement, il a été élu comme quelqu'un de très docile. Il a 18 ans au moment où il est élu. Il est né sans doute en août 1909. Et il reste très docile en fait pendant la majeure partie de son règne, pendant les 15 premières années de son règne. Il y a quelques moments où il répond aux appels du pied des nationalistes qui apparaissent dans les années 30, mais il reste globalement fidèle aux Français. Alors, il n'y a pas d'étincelle, c'est un long processus de conversion à l'idée d'indépendance qui commence sans doute à la fin des années 30, qui est renforcé pendant la Deuxième Guerre mondiale du fait de la tutelle de Vichy. Il n'y a jamais eu une tutelle aussi forte sur le Maroc qu'au moment de Vichy. Ensuite, il y a, à partir de 1944, les nationalistes revendiquent eux-mêmes l'indépendance. Je pense que il y a plusieurs choses qui font que lui-même s'est engagé dans l'indépendance jusqu'à être favorable à l'indépendance, je pense à partir de 1947. Il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord un entourage qui l'a préparé un peu à cette idée, notamment un entourage qui est acquis à ce qu'on appelle le réformisme musulman, donc un réformisme sur lequel s'appuie une certaine contestation de la colonisation. Donc on voit dès les années 30 son entourage. On a des oulémas, des savants musulmans qui sont acquis au réformisme musulman. Je pense qu'aussi un
un des facteurs très importants a été le jeu de séduction, la stratégie de séduction de la part des nationalistes envers sa personne à partir de 1933-34, lorsqu'ils mettent en place une fête du trône pour l'honorer, et surtout à partir de 1944, où ils pensent un Maroc indépendant, mais un Maroc qui serait indépendant sous l'égide du sultan, du monarque. Donc ce qui l'a plu aussi dans l'idée d'indépendance, c'est la possibilité d'être roi ou monarque d'un État indépendant, mais surtout la possibilité de véritablement gouverner, donc de ne pas être un monarque constitutionnel. Le fait d'associer à l'idée d'indépendance des ambitions monarchiques renouvelées, une vision très forte de la monarchie. Je pense que c'est un des éléments vraiment qui ont fait qu'il s'est converti progressivement à l'indépendance. Je comprends. J'ai pris la note du parti de l'Istiklal, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Qu'est-ce que c'est que ce parti? Dites-nous un peu. Le parti de l'Istiklal, alors littéralement c'est le parti de l'indépendance en arabe, tout est dans le nom. C'est un parti qui est né du nationalisme qui apparaît dans les années 30, qui est resté un peu dans l'ombre dans la Deuxième Guerre mondiale après des premiers épisodes de répression par les Français, et qui réapparaît après 1942. Le parti de l'Istiklal, il est fondé en décembre 1943, et le 11 janvier 1944, il remet à la résidence générale et au sultan un document qui est fondamental pour l'histoire du Maroc, qui s'appelle le Manifeste de l'indépendance. Donc c'est un parti nationaliste marocain qui revendique l'indépendance, d'où son nom, et qui est mené par un certain nombre d'acteurs qui sont les figures prééminentes du nationalisme marocain, parmi lesquels on retrouve pour la génération présente dès les années 30 Alal Al-Fassi, qui est originaire d'une très grande famille de Fès. Il s'appelle Al-Fassi, donc ça veut dire de Fès, qui vient de Fès, donc une très grande famille de la bourgeoisie fassi, économique, religieuse, politique également. On a également Ahmed Balafredj, qui est lui issu d'une grande famille de Rabat. Et puis, on a une deuxième génération de nationalistes qui apparaît justement dans les années 40, issus de familles moins importantes le plus souvent, qui sont aussi souvent plus ancrés à gauche, donc qui ont des revendications sociales importantes, en plus des revendications nationalistes et de la revendication d'indépendance, et dont la figure la plus connue est celle de Mehdi Ben Barka. Évidemment, qui est plus connu pour nous, évidemment. Qui est plus connu pour sa fin tragique en 65, mais qui est présent depuis au moins 44 comme un acteur important de la scène nationaliste marocaine. C'est les deux magots, je crois, hein, Ben Barka. C'est la brasserie Lip. C'est Lip, les deux magots, c'est dans le film Rabbi Jacob. C'est Rabbi Jacob. C'est ça, ils ont pris le restaurant en face. Mais qui était un vrai enlèvement. Hein, oui, c'est un vrai enlèvement. C'est toujours un peu flou. Il y a un livre qui sort dans pas longtemps ça vaudra le coup sur ce sujet. Ça reste assez flou. On est sur quelque chose qui visiblement entremêle une partie de renseignements français, au moins de façon informelle, et puis les plus hautes sphères du pouvoir marocain, pour le dire comme ça. Dès qu'on fait un truc avec les services secrets, nous, c'est toujours bizarre. Hein. Il y a toujours un truc assez curieux. C'est quoi cette crise de 53, justement ? Alors la crise de 53 est celle qui mène à la déposition du sultan. Elle couvait depuis des années, depuis que le sultan a pris position plus ou moins officiellement en faveur de l'indépendance en avril 1947. C'est justement la crise qui entremêle des intérêts à la fois marocains et français de la résidence générale, des milieux les plus colonialistes qui soient à la résidence générale, et une partie des élites marocaines, comme je l'évoquais tout à l'heure. Elle prend la forme tout d'abord d'une pétition. Alors ce que les Français présentent comme une pétition, mais qui en fait est un contre-serment d'allégeance, si vous voulez. À partir du moment où quand un caïd ou un pacha signe la pétition, en fait, il retire son allégeance au sultan. Donc c'est une pétition qui circule au Maroc depuis pendant plusieurs mois en 1953, qui prend de l'ampleur au fur et à mesure et qui permet au sultan de prendre conscience à quel point il est isolé sur la scène politique marocaine. Pardon, je vous coupe, c'est pas une pétition grand public, c'est pas une pétition grand public, c'est une pétition qui ne circule que dans les élites qui sont censées avoir voix au chapitre pour élire ou pas un sultan. Donc c'est pour ça que je parle des pachas, les
gouverneurs des villes et les caïds, les chefs de tribus. Le sultan est terriblement isolé parce que en décembre 52, il s'est passé un événement qui connecte la décolonisation tunisienne et la décolonisation marocaine, qui est l'assassinat d'un syndicaliste qui s'appelle Ferhat Hached en Tunisie et qui déclenche des manifestations au Maroc, à Casablanca, en décembre 52, et qui tourne en émeute, notamment du fait de la répression par l'armée française et par la police française. À la suite de ces émeutes, le parti de l'Istiklal est interdit avec l'autre principal parti nationaliste, et les principaux leaders du nationalisme sont arrêtés. Ce qui fait que le sultan est terriblement isolé à ce moment-là, puisque les principaux soutiens qu'il pouvait avoir sur la scène politique marocaine, les nationalistes, sont mis hors d'état de nuire par le système colonial français. Donc il est isolé, et en plus de ça, on a un mouvement de révolte des élites, d'une partie des élites, qui se met en place à ce moment-là. Et il faut savoir que le sultan avait pu avoir des soutiens parmi les caïds et parmi les pachas, mais que ceux-ci, au cours des années précédentes, notamment lorsque le maréchal Juin était résident général, ils ont été démissionnés. Ils ont été exclus du système politique, et donc il avait très peu de soutien. Donc il essaye de faire appel à un certain nombre de soutiens en France. En France, il a le soutien notamment d'un certain nombre de catholiques libéraux, d'une partie de la gauche, de certains membres du gouvernement également, mais c'est un soutien qui ne va pas très loin. Il écrit également à de multiples reprises au président Vincent Auriol, qui aimerait bien le soutenir, mais qui n'arrive pas à le soutenir, notamment parce qu'il y a au sein du gouvernement français des éléments qui cherchent à faire tomber le sultan. On peut penser au ministre des Affaires étrangères, Georges Bidault, qui fait partie de ces cercles un peu ultra-colonialistes. Tant et si bien qu'au cours de l'été 53, le pouvoir de Mohamed V s'effondre peu à peu, il voit tous ses soutiens disparaître. Et en août 53, le pacha de Marrakech, le Glaoui, organise une grande tournée à travers le Maroc pour lever le banc et l'arrière-ban de tous ceux qui sont contre le sultan. Et ils finissent par organiser, avec le soutien caché de la résidence générale, un grand congrès, si on veut, à Marrakech, donc le fief du Glaoui, qui est en fait une sorte de conclave pour élire un nouveau sultan. Et le 15 août 1953, ils élisent comme imam, puisque le sultan est également commandeur des croyants, ils élisent comme imam un cousin du sultan, Mohamed Ben Arafat, et on se retrouve dans une situation où il y a donc deux imams, deux commandeurs des croyants. Et cette situation très compliquée, mêlée à une sorte d'effondrement sécuritaire qui est en train d'advenir à l'époque au Maroc, avec des débuts d'attentats, avec des tentatives de meurtre, avec des possibles soulèvements, dans un contexte religieux, parce qu'on a l'Aïd qui arrive également. Donc pour l'Aïd, il faut avoir un nom de sultan que l'on peut prononcer au moment de la prière principal, fait que le gouvernement français, qui jusqu'ici ne s'était pas véritablement occupé de la crise parce qu'il était trop préoccupé par des grèves qui avaient lieu en France à ce moment-là, décide, pressé par la résidence générale, de lâcher Mohamed V. Et Vincent Auriol est furieux de cela. Donc le gouvernement français finit par lâcher Mohamed V, à défaut de s'être occupé de la situation jusque-là. Et le résident général de l'époque, qui est Augustin Guillaume, qui est un disciple du maréchal Juin, finit par organiser, donc le 20 août 53, la déposition du sultan. Qui va donc diriger pendant ces 2 ans d'exil ? C'est le fameux... Alors, diriger... Chez nous, on appelle ça un schisme. Diriger, c'est un grand mot, ouais. Dans la mesure où Mohamed V lui-même ne dirigeait pas véritablement le Maroc. Il y avait très peu de domaines dans lesquels il pouvait intervenir, et justement, là où il pouvait intervenir, ça donnait lieu à des bras de fer avec le système colonial français. Donc il est remplacé par son cousin, Mohamed Ben Arafat, qui est en fait son cousin au 2e degré, c'est le cousin de son père, plus exactement. Il est remplacé par ce cousin qui est beaucoup plus âgé que lui. À cette époque, Mohamed V, il a une 40aine d'années, son cousin, il est dans la 60aine. C'est quelqu'un qui est central dans la dynastie. C'est pas quelqu'un, comme on a pu le dire souvent, qui a été cherché aux marges de la dynastie, qui n'avait absolument aucun pouvoir. C'est au contraire quelqu'un qui était peut-être le 2e ou le 3e personnage le plus important de la dynastie après le sultan, en raison d'alliances familiales intradynastique. Donc il est placé sur le trône, mais c'est quelqu'un qui visiblement n'a pas véritablement le goût du pouvoir. En tout cas, il n'a pas les ambitions monarchiques que son cousin pouvait avoir.
Et par ailleurs, il sait que son trône est contrôlé à la fois par les Français, mais également par ceux qui l'ont placé sur le trône, notamment le Glaoui. Donc c'est quelqu'un qui est un sultan fantoche. En tout cas, c'est l'image qu'il a dans la mémoire marocaine. C'est une image qui, je pense, est réelle. Voilà, il n'y a pas à la déconstruire. Cette fois-ci, c'est quelqu'un qui a sans doute voulu le trône, mais qui n'a jamais véritablement ni gouverné ni régné, et qui avait à sa disposition en fait un sultanat un peu en fin de vie, puisqu'il n'y avait plus aucune ambition monarchique, ni aucune résistance, ni aux élites, ni aux Français pour le faire survivre. Et c'est aussi quelqu'un qui a été victime de plusieurs tentatives d'assassinat. Dès le 11 septembre 1953, on est moins d'un mois après son élection. En 1954 également, une bombe dans une mosquée qui touche également le Glaoui. Bon, les deux survivent, mais on a des photos catastrophiques de lui en sang qui sortent dans la presse à ce moment-là, qui détruisent une image qui était déjà très faible. Et à partir de ce moment-là, c'est un sultan qu'on ne voit plus du tout. Voilà. Donc c'est vraiment un sultan fantoche pour le coup. Donc 2 ans plus tard, c'est Mohamed V qui revient. Effectivement, il revient. Alors là, c'est également très compliqué parce que c'est un autre processus qui se caractérise par plusieurs choses. D'abord, la reprise en main du dossier marocain par le gouvernement français, alors que le dossier était jusqu'ici géré depuis Rabat par la résidence générale. On a également en sous-main un ensemble d'acteurs alliés à Mohamed Ben Youssef qui ont prêché pour sa cause depuis, alors que lui-même était en exil et ne pouvait pas faire grand-chose. Donc c'est un réseau qui est composé de certains Marocains proches des nationalistes sans forcément être nationalistes, mais également de Français, d'acteurs français. On peut citer Klosterman, par exemple, donc qui prêche en sa faveur. Et puis, on a surtout une situation sécuritaire au Maroc qui est extrêmement dégradée, puisqu'une des conséquences de la déposition a été le déclenchement d'un mouvement de révolte. Les Marocains utilisent le terme résistance, Mukawama. Donc, un mouvement de révolte qui se traduit par des attentats, par des assassinats, par des sabotages. Alors les attentats et les assassinats touchent parfois de façon aveugle la population française et marocaine. Les assassinats touchent des Français, particulièrement des militaires français, mais en grande majorité touchent des membres des élites marocaines, donc ce qui montre qu'il y a vraiment un ferment de guerre civile, voire carrément une guerre civile intra-marocaine à ce moment-là, qui invite à lire la décolonisation comme une rupture entre le Maroc et la France, mais aussi comme un moment de tension intra-marocaine. Donc on a ce mouvement-là qui fait plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de morts. Et puis on a des manifestations de plus en plus fortes au Maroc, jusqu'à des émeutes très importantes à l'été 1955. Qui font, du fait de la répression également, plusieurs centaines de morts dans l'ensemble du Maroc, et qui présentent au gouvernement français une situation extrêmement dégradée, qui leur font prendre conscience qu'il va falloir prendre des décisions difficiles au Maroc, d'autant plus qu'à partir d'octobre 1955, on a en plus de cela un mouvement de guérilla mené par l'armée de libération marocaine, à partir du nord Maroc, notamment de la zone espagnole du protectorat. Donc un mouvement de guérilla qui apparaît et qui fait qu'on a un front supplémentaire, en plus des attentats en ville, qui apparaît au Maroc, sans compter le déclenchement de la guerre d'Algérie depuis novembre 1954. Donc ça commence à faire beaucoup. Si on rajoute la situation en Tunisie, qui à l'époque est assez dégradée également, le gouvernement français commence à réfléchir à ce qui, jusqu'à l'été 1955, reste une sorte de tabou dans les hautes sphères françaises, qui est la possibilité d'une indépendance du Maroc relativement imminente. En prenant conscience de cela, les Français font un choix politique. Ils regardent les différents acteurs politiques présents au Maroc. Ils voient qu'il y a les nationalistes, qu'il y a les élites traditionnelles. Ils se rendent compte que les élites traditionnelles sont désormais discréditées parce que le Maroc est en voie d'implosion, que le sultan qu'ils ont placé est un sultan fantoche. Les nationalistes leur font peur parce que les nationalistes exigent une rupture très forte avec la France. Et parmi les nationalistes, il y en a un certain nombre qui sont assez radicaux. On a des nationalistes qui sont assez à gauche également, comme Beni Ben Barka, donc, qui pourraient, s'ils arrivaient au pouvoir, présager un détachement encore plus important du Maroc vis-à-vis de la France, peut-être même en direction des soviétiques. Donc on a un calcul
politique qui est fait, et les Français, c'est Edgar Faure, qui est président du Conseil à ce moment-là, et ministre des Affaires étrangères Antoine Pinay, font un calcul et se disent qu'en fait, leur meilleur allié pour accompagner le Maroc vers l'indépendance tout en préservant les intérêts français, ce qu'ils appellent à l'époque l'indépendance dans l'interdépendance, ce qui est un peu une formule très politique qui veut à la fois tout et rien dire. D'ailleurs, ils ne savent pas comment définir la chose, mais c'est l'expression qui est utilisée. Donc, ils se rendent compte que leur meilleur allié potentiel, c'est Mohamed V, parce qu'il est moins radical, parce qu'il a toujours été proche des Français, même s'il a souhaité l'indépendance. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a à la fois un mouvement où on pousse vers la sortie Mohamed Ben Arafat, on le force à partir, et dans le même temps, on rappelle progressivement Mohamed Ben Youssef. Donc il est rappelé d'exil fin octobre 1955, il est installé à Paris, où il entame des pourparlers avec l'administration française, notamment Antoine Pinay. Ça débouche le 6 novembre 1955 sur la déclaration de la Selle Saint-Cloud, qui fait deux choses, qui restaure le sultan dans ses droits sur son trône, et qui, dans le même temps, promet l'indépendance au Maroc. Alors celle-ci met plusieurs mois à être négociée, elle est négociée même encore après, mais elle est actée en mars 1956. Et Mohamed V donc, retourne au Maroc le 16 novembre 1955, en étant restauré sur son trône avec une promesse d'indépendance. Et donc la véritable rupture, c'est novembre 1955, c'est à ce moment-là qu'on a les principales festivités de l'indépendance, même si celle-ci n'arrive que quelques mois après. C'est très clair. Il a un fils notamment, le futur Hassan II. Est-ce que très tôt, Hassan II est, comment je pourrais dire, lié, est-ce qu'il est au courant des affaires de la politique? Est-ce qu'il est préparé à un rôle futur, sachant qu'on est toujours sur l'élection? Effectivement, alors Moulay Hassan, le futur Hassan II, est beaucoup plus préparé que son père à régner, pour la simple et bonne raison qu'on assiste au cours du règne de Mohamed V à une transformation de la monarchie. C'est pour ça que j'ai sous-titré mon livre « Dernier sultan et premier roi du Maroc ». On a deux pôles monarchiques et on va de l'un à l'autre. Je voulais vous amener à dire. Et l'un des principaux tournants, un des principaux changements de ce règne, c'est qu'on passe d'une monarchie élective avec une incertitude sur le successeur à une monarchie avec une primogéniture, où il n'y a plus d'incertitude sur le successeur, où il n'y a plus de temps de latence entre la mort du sultan, la mort du monarque et l'élection de son successeur. Quand Mohamed V meurt en 61, son fils lui succède automatiquement et il n'y a aucun doute là-dessus. Le roi est mort, vive le roi. C'est exactement ça, c'est selon la formule que l'on retrouvait en France. La passation de pouvoir se fait dans la virgule entre le roi est mort, vive le roi. C'est automatique, il n'y a pas de latence, il n'y a pas de solution de continuité. Et donc, pour cette raison, il est préparé assez jeune à régner, parce que je pense que c'est quelque chose que Mohamed Ben Youssef avait en tête depuis très tôt. Moulay Hassan, il naît en juillet 1929, alors que son père n'a que 20 ans. Et dès le départ, alors que Mohamed V a un autre fils qui est né dans les années 30, Moulay Abdallah, on comprend qu'il veut faire de Moulay Hassan son héritier. Et que pour cette raison, Moulay Hassan, le futur Hassan II, reçoit une éducation encore plus soignée que ses frères et sœurs, une éducation à la française et à la marocaine, une éducation partiellement militaire, une éducation au droit français notamment. Donc quelque chose de beaucoup plus soigné que ce que Mohamed V lui-même avait pu avoir. Ce qui fait que Moulay Hassan est très tôt engagé aux côtés de son père. Je citais par exemple la rencontre avec Roosevelt à Casablanca en 1943. Eh bien, Moulay Hassan est présent. Il est présent à toutes les étapes. Il est présent lors du grand discours de Mohamed V à Tanger en avril 1947. Il fait lui-même des discours qui sont parfois plus explicites que le discours de son père. De même que sa sœur Aïcha, la sœur aînée de Mohamed V. Aïcha fait également des discours et est également très engagée en faveur de l'indépendance. Donc on a une association très étroite du père et du fils qui se renforce au moment de l'exil, puisque c'est quasiment tout ce qui leur reste. En fait, Moulay Hassan devient le principal collaborateur du sultan à ce moment-là. Moulay Hassan était lui-même au contact des nationalistes. Et puis, cette sorte de partage du pouvoir se renforce après l'indépendance. Ce qu'on remarque, c'est que Mohamed V était affaibli par tout un tas de problèmes de santé. C'était quelqu'un, comme je l'ai dit, qui n'était pas forcément très affirmé politiquement, au contraire de son fils, qui a des idées assez fermes et assez autoritaires sur la façon de gouverner. Et donc, on assiste à une montée en puissance de Moulay Hassan,
tout au long des 5 dernières années du règne de Mohamed V, donc les années de l'indépendance, avec plusieurs choses. Par exemple, Moulay Hassan est nommé chef d'état-major de l'armée royale, des forces armées royales, dès 1956. Il a des fonctions militaires très importantes qui le conduisent à organiser des répressions contre des révoltes, notamment dans le Rif en 1958. Et puis, en 1957, il est nommé officiellement, ça n'avait jamais été officialisé jusqu'à présent, prince héritier. Donc, ce qui dit très clairement qu'il sera l'héritier lorsque Mohamed V sera décédé. C'est intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure. Sa sœur fait des discours. Quel est le rôle des femmes au Maroc à cette époque-là? On a l'impression que c'est à des années-lumière de ce qu'on vit aujourd'hui, pas forcément au Maroc, mais dans le monde un peu musulman. Alors, sur l'ensemble des femmes, je ne me prononcerai pas parce qu'on n'a pas beaucoup de travaux là-dessus. Sur les femmes de la dynastie, sur les femmes des élites... C'est déjà symptomatique, il n'y a pas beaucoup de travaux là-dessus. Oui, il n'y a pas beaucoup de travaux là-dessus. Il commence à y en avoir, mais il n'y a pas beaucoup de travaux là-dessus. Ça pose des questions de sources, etc. Mais il y aurait beaucoup de choses à faire. Sur la question des femmes au sein de la dynastie, puisque ça on peut le connaître, on est sur une transformation de leur rôle, au sens où elles ont toujours eu un rôle important. Elles jouent un rôle politique très important, même si on ne le voit pas forcément. Leur rôle politique, c'est un rôle d'alliance, puisque les mariages les plus favorisés au sein de la dynastie sont des mariages intradynastiques entre cousins et cousines. Alors, ce n'est pas forcément les mariages qui ensuite donnent lieu à une descendance, mais on a des systèmes d'alliance intradynastiques grâce aux femmes. Donc les femmes jouent un rôle politique très important parce qu'elles concentrent du pouvoir. Elles peuvent aussi transmettre du pouvoir. Je laisse de côté la question des concubines qui est à part, mais on pourra y revenir si vous voulez. On assiste après la Deuxième Guerre mondiale à une transformation du rôle des filles du sultan. Dans le même temps qu'on a une affirmation de la monarchie, on a une affirmation donc du prince héritier, même si c'est officieux à l'époque, on a une affirmation des filles du sultan et notamment de sa fille, Lala Aïcha, donc Aïcha Ben Mohamed, sa fille qui est née en 1930, qui est également une personnalité très affirmée, qui a eu un bon niveau de scolarisation et qui, effectivement, prononce un discours en 1947 en faveur de son père à Tanger. Alors, ce n'est pas le premier discours qu'elle prononce, mais c'est le discours le plus important, celui qu'on a retenu. On l'a retenu également parce que, pour une des premières fois, ce n'était pas la première fois non plus, mais pour une des premières fois, on a une fille du sultan qui apparaît à visage découvert. Donc on a dit souvent dévoilé, les photos que j'ai à ma disposition disent que c'est plutôt portant un voile mais visage découvert, ce qui est déjà assez nouveau pour l'époque. Donc elle a une vie publique, ce que n'avaient pas ses ancêtres par exemple, ou simplement ses tantes, les sœurs de Mohamed V. Donc on a un rôle croissant des filles du sultan, puis du monarque, qui se renforce forcément après l'indépendance, où là, elle joue un rôle public. Alors, c'est toujours ensuite des tâches très genrées qui leur sont attribuées. Notamment tout ce qui est caritatif leur revient. Lala Aïcha et l'une de ses sœurs dirigent par exemple le Croissant Rouge marocain, donc l'équivalent de la Croix-Rouge. Mais dans le cas de Lala Aïcha, ça va encore plus loin parce qu'après l'indépendance, là on est après la mort de son père, elle est ambassadrice. Et c'est, je crois, la première femme ambassadrice d'un pays musulman. Donc, c'est pas n'importe qui, c'est la sœur du roi à l'époque, mais elle a été ambassadrice à Rome, puis à Londres. Ouais, c'est pas rien. On a l'impression que dans les années, alors peut-être, dites-moi vraiment si je me trompe, mais que dans les années 50, 60, jusqu'à 78, j'allais dire, jusqu'à l'Iran, il y a un relâchement, enfin, il y a une ouverture plutôt du monde musulman, justement les femmes, etc. Et puis quasiment jusqu'en 78, enfin à partir de 78, retour au rigorisme dans plein de pays. Alors ça, c'est les grandes tendances de l'histoire du Moyen-Orient et du Maghreb, du monde musulman. Alors c'est pas à partir des années 50, ça commence bien avant. Bien avant. C'est... comment pourrait-on formuler ça ? C'est... un ensemble de nouveaux courants de pensée qui mêlent à la fois nationalisme, en l'occurrence arabisme, réformisme musulman, qui prend en compte la question de l'éducation des femmes, de la place des femmes. On a également des courants féministes dans le monde arabe. Donc c'est un mouvement plus général qui est lié à la transformation des sociétés du monde musulman à cette époque, et qui effectivement a eu une sorte de contre-coup
dans les années 70, à partir des années 70, au moment où, par exemple, on a la fin de l'ère de toute puissance du panarabisme, du nationalisme arabe, et où le courant qui commence à l'emporter, c'est plutôt l'islamisme, en tout cas l'islam politique, que ce soit, vous citiez l'Iran en 79 ou le monde sunnite. On a effectivement quelque chose d'un peu plus rigoureux, un peu plus rigoriste, qui se remarque notamment sur la question des femmes, mais c'est quelque chose de beaucoup plus large et par ailleurs qui prend en compte les évolutions passées. On n'est pas sur un retour à ce qu'il pouvait y avoir. D'accord, ouais, c'est différent. Ok. J'imagine que post-indépendance, ça n'a pas été tout rose non plus. On est d'accord qu'il a quand même eu des choses à gérer. Effectivement, alors le sultan qui prend plutôt le titre de roi après l'indépendance se retrouve aux manettes du Maroc. C'est un sultan qui pour la première fois gouverne, alors que jusqu'à présent il se contentait surtout de régner ou de jouer avec les différentes forces politiques, mais il n'avait pas en main les grandes décisions. Donc on est sur quelqu'un qui doit prendre en charge les questions militaires, les questions de diplomatie, qui a pu se former à cela, mais qui jusqu'à présent, on ne les avait pas en main. Donc ça pose tout un tas de questions dans le réalisme politique, ce qu'on peut faire ou pas. Et puis on a également tout un conflit qui apparaît, qui était latent depuis quelques années, mais qui apparaît juste après l'indépendance entre le monarque et ses alliés, et puis les nationalistes, les anciens alliés de la monarchie, qui restent pour partie alliés, mais qui aimeraient un partage du pouvoir plus important, voire pour certains une monarchie constitutionnelle où le monarque se contente de régner sans gouverner. Donc on a un bras de fer après l'indépendance pour savoir qui aura le pouvoir, qui aura la prédominance au sein du système politique marocain. Et en fait, de ce bras de fer naissent les principales institutions du Maroc indépendant, les premières institutions du Maroc indépendant. De ce bras de fer, parce que le monarque n'a pas envie d'accorder une forme de légitimité populaire aux nationalistes, vient le fait qu'on n'a pas d'élections au Maroc avant 1960. Et les premières élections qu'on a, 4 ans après l'indépendance, ce sont des élections locales. Ce ne sont pas des élections législatives. On n'a pas d'assemblée constituante, contrairement à la Tunisie, par exemple. Dès le lendemain de l'indépendance, en Tunisie, on a des élections législatives pour former une constituante et avoir une constitution. Dans le cas du Maroc, on n'a pas de constitution avant 62-63. Parce qu'on n'a pas la mise en place d'un système, notamment d'Assemblée nationale, qui aurait pu le permettre. Donc on a les institutions qui naissent de ce bras de fer et qui donnent lieu à un certain nombre de tensions, d'abord avec la majeure partie des nationalistes, et puis à partir de 58-59, le bras de fer se déporte plutôt sur la gauche nationaliste. Donc Mehdi Ben Barka, l'Union nationale des forces populaires également, qui est un nouveau parti nationaliste qui est créé en 59. Donc l'opposition se déporte ensuite plutôt vers la gauche, selon un mouvement qui continue ensuite sous le règne de Hassan II, et dont une des conclusions est justement l'assassinat de Mehdi Ben Barka en 65. Évidemment. Moi, je me suis posé la question, comment ça se fait qu'un roi, on va dire un roi maintenant, qui a donc, vous l'avez dit, souvent été marqué par l'hésitation, etc., ait pu rester autant dans la mémoire? C'est à cause ou grâce à l'indépendance? Alors c'est grâce à l'indépendance, puisqu'on ne peut pas non plus lui retirer le fait qu'il a été un acteur majeur de l'indépendance, ce qui implique de ne pas oublier non plus les autres acteurs, notamment les nationalistes, ce que la mémoire officielle met un peu de côté au profit de la monarchie. Donc il y a quand même l'indépendance, il y a le fait qu'il est payé de sa personne, il s'est engagé publiquement, il a perdu son trône, il a souffert ce que les Marocains considèrent un peu comme le martyre de l'exil également, qui est un peu un passage obligé pour les pères de l'indépendance. Et puis il y a bien sûr tout le discours qui a été construit tout au long de son engagement pour la lutte pour l'indépendance, qui fait de lui le père de l'indépendance. Donc, il est, vous faisiez une comparaison avec des rois de France. Moi, la comparaison que j'aime bien faire, c'est avec Saint-Louis, notamment le Saint-Louis tel qu'interprété par Jacques Le Goff, à savoir quelqu'un qui était saint de son vivant même, au sens où tout a été construit, y compris d'un point de vue discursif, pour en faire un saint. Et c'est un peu ce qui se passe avec Mohamed V, toute proportion gardée, notamment la question de la sainteté. On est sur quelqu'un qui a été construit du point de vue des images et du discours comme un père de l'indépendance, qui s'est mis en avant comme un père pour sa nation. Les discours de lui-même, de son fils et de sa fille en 1947 sont très clairs de ce point de vue-là. On a une mise en scène de la monarchie
qu'on n'avait pas auparavant. On a un renouvellement de l'image. L'image du sultan était rare auparavant, rare parce que précieuse. Et là, on a sur une image qui devient pléthorique parce que prestigieuse. C'est le moment où son image apparaît sur des boîtes de thé, sur des médaillons, sur des foulards. C'est le moment où, et c'est quelque chose que l'on trouve dans une bonne partie du monde arabe, mais qu'on trouve aussi encore aujourd'hui au Maroc, c'est le portrait du monarque dans les boutiques, par exemple. Aujourd'hui, quand vous allez dans une boutique marocaine, la plupart du temps, vous serez accueilli par un portrait de Mohamed VI. Parfois de son père Hassan II, et de plus en plus aujourd'hui du futur Hassan III, le fils aîné de Mohamed VI. On n'imagine pas ça chez nous. Alors nous, on a ça dans les mairies. Dans les mairies, oui. Ici, au Maroc, c'est à peu près partout. C'est dans les institutions et dans la plupart des boutiques. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant Mohamed V. C'est avec Mohamed V qu'on a cette apparition une sorte de personnification, en fait. On a une personnification du pouvoir, de la monarchie et de l'indépendance. Quelque chose qui lui a été proposé par les nationalistes dès les années 30 et qu'il a fini par faire sien, un projet qu'il a fini par faire sien progressivement. Qu'est-ce qui reste de Mohamed V chez Mohamed VI ? Alors... C'est peut-être un peu long là, vous avez 3 heures. Si vous voulez. Question compliquée. Donc Mohamed VI, pour rappel, c'est le petit-fils de Mohamed V. On a une succession assez claire où on a un roi qui s'appelle Mohamed, ensuite on a Hassan, ensuite on a Mohamed et on aura bientôt Hassan. Donc il y a une succession assez claire avec 2 prénoms qui se met en forme. Qu'est-ce qui reste ? Je suis pas forcément très partisan de faire la comparaison. Non, je parle de comparaison. Dans les institutions ou dans la façon de gouverner. C'est ça que je veux dire. Dans la façon de gouverner, eh bien, même si elle a encore continué à évoluer, je pense que les bases de la monarchie marocaine telle qu'elle est aujourd'hui et dont on a l'impression qu'elle est immuable, intemporelle parce que la dynastie règne depuis le XVIIe, je pense que les principales bases ont été posées dans les années 40, 50, 60 par Mohamed V et par Hassan II. La question de la primogéniture, de la succession, la place de la monarchie dans le système politique au-dessus des partis et un peu organisant les partis, d'une monarchie qui gouverne et qui ne se contente pas de régner, avec tout un appareil symbolique qui paraît lui aussi très ancien et qui a des éléments qui sont anciens mais qui en fait ont été recomposés, réinventés, un peu comme une invention de la tradition, à partir des années 30 et surtout dans les années 50. Il y a beaucoup de... Vous commencez votre livre comme ça, dans mon souvenir, beaucoup de mots arabes qui sont passés dans la langue française, caïd, non, je ne sais plus si c'est... je crois avoir vu ça. En tout cas, c'est peut-être une réflexion que je me suis faite en le lisant. Je me suis dit, tiens, caïd ou les masses, etc. Oui. C'est quoi un caïd à l'époque ? Et par rapport à maintenant, évidemment, ça n'a rien à voir chez nous. Alors, oui, chez nous, un caïd, c'est un terme assez péjoratif qui peut désigner un terme... un chef de bande notamment. Un caïd, dans le cadre marocain, c'est un chef de tribu ou un chef de confédération tribale. Donc le Maroc est organisé en tribus. On a souvent des cartes du Maroc décomposées en tribus. Donc vous avez les Glaouas, d'où le Glaoui. Vous avez les Bénis Nassen dans l'est du Maroc. Vous avez des tribus berbères dans le Moyen Atlas. Vous avez une tribu berbère qui s'appelle les Émours. Ça fait toujours rire les étudiants. Il y a la même en Algérie. Donc ces tribus sont dirigées par des dynasties la plupart du temps qui sont, dont le chef s'appelle le caïd. Alors c'est un poste qui est un peu ambigu parce que parfois le caïd peut être issu de la tribu lui-même, mais il peut aussi être nommé par le pouvoir central. Et c'est un des bras de fer entre Mohamed V et la résidence générale dans les années 40-50, c'est que lui veut nommer les caïds parce qu'il les considère comme des fonctionnaires. Il leur refuse un pouvoir naturel, dit naturel, issu d'une hérédité, pour leur préférer un poste de fonctionnaire. D'accord. En fait, je parle de ça, c'est l'éditeur en fait qui fait sa transcription, les mots d'origine arabe passés dans le langage courant en français. Ah, donc ça c'est moi qui l'ai écrit. D'accord, ok. Donc, très bien, effectivement. Et je me suis dit... Oui, on a ouléma, on a sultan, on a imam. Oui, non, il y a énormément de... C'est pas forcément marocain en fait. Ah non, ça, ce ne sont pas des termes marocains. C'est plutôt Afrique du Nord. Alors c'est Maghreb, mais c'est le monde arabe en général. Le sultan, c'est un terme qui vient du Moyen-Orient au Moyen-Âge. Imam, pareil. Ouléma, vous en trouvez partout dans le monde musulman.
Mohamed V chez Perrin, Benjamin Badier, vous êtes formidable. Il faut lire ce livre parce que ça permet de comprendre pas mal de choses. Ça permet de comprendre le Maroc d'aujourd'hui. Je me suis souvent posé la question, pourquoi les Marocains... Il y a beaucoup de chirurgiens marocains, beaucoup de grands spécialistes marocains, de grands lettrés, etc. Pourquoi ? Peut-être que parce que les élites sont restées peut-être en place, je ne sais pas. Il y a des explications ça peut être une explication. Alors, beaucoup d'ingénieurs et de médecins ne sont pas forcément issus des élites, mais oui, il y a un lien fort. On retrouve la même chose en Algérie, mais peut-être à une échelle moindre ou peut-être plus localisée, par exemple en Kabylie, par exemple, certaines régions en Kabylie. Une des raisons pourrait être, même si la place du français est remise en cause aujourd'hui au Maroc, notamment par la progression de l'anglais, il y a tout un réseau de lycées français au Maroc, dans lequel une grande partie des élites sont encore formés. Vous avez le lycée Descartes à Rabat, par exemple, qui forme beaucoup d'élites. Donc le lien vient peut-être de là. Mais oui, effectivement, il y a un lien fort. Par exemple, la place des Marocains dans les promotions de Polytechnique. C'est assez important. Oui. Il y a un lien très fort. C'est parce que le système scolaire français continue d'être enseigné au Maroc. J'allais justement finir par la langue française là-bas. Est-ce qu'elle va disparaître, à votre avis ? Disparaître, non, parce qu'elle reste une langue des élites. C'est une langue qui est parfois un peu controversée, justement parce qu'elle est parlée par les élites. Elle reste pratiquée et comprise par de nombreux Marocains, notamment dans les villes. Ce n'est pas le cas dans les milieux ruraux. Mais le français et l'alphabet latin restent encore très présents dans l'espace visuel urbain, dans l'espace public en général au Maroc. Merci à vous d'être venu nous raconter cette histoire extraordinaire. Il faut absolument le livre. Vous êtes sur un prochain ouvrage ? Il vient de sortir celui-là, donc je vous laisse. Il vient de sortir. Non, minutes, je suis sur deux prochains ouvrages. Le prochain ouvrage sera un atlas du Maghreb à apparaître chez les éditions Autrement. Atlas historique ou atlas ? Alors un atlas général avec une partie qui sera historique, donc que je coécris avec ma collègue géographe Anne-Adélaïde Lascaux. Et mon prochain projet qui donnera lieu normalement à un livre, mais ça on réfléchit en termes de plusieurs années, c'est une réflexion sur la décolonisation du Maghreb à l'échelle du Maghreb, au-delà de la guerre d'Algérie. Donc prolonger certains de mes travaux sur la décolonisation du Maroc, et notamment sa violence et la connexion entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie pendant de 1945 à 1962. Il va faire 600 pages ce livre. Vous venez quand vous voulez pour en parler. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci.